Le matin de Noël étincelait comme quelque chose d'un rêve. Un rêve auquel je n'appartenais pas. Le salon brillait d'or grâce à la cheminée, l'odeur de cannelle et de pain emplissant l'air. Le papier d'emballage scintillait sous les guirlandes lumineuses. Les rires rebondissaient sur les murs, et au milieu de tout cela se tenait ma petite sœur, Lydia, les cheveux bouclés, une robe de soie rouge, les yeux brillants d'attente. Maman tenait son téléphone pour filmer, tandis que papa, souriant comme un bonimenteur, la conduisait vers la porte d'entrée. « Viens, ma chérie, dit-il, avec ce ton de voix qui annonçait quelque chose d'important. Nous l'avons tous suivi, grelottant dans nos pyjamas, alors qu'il ouvrait la porte pour révéler, une Rolls-Royce argentée brillant dans la neige, un nœud rouge géant tendu sur le capot. Lydia a crié. Les voisins ont applaudi depuis leur Porsche. Papa a gonflé sa poitrine, fier comme un roi. Et je suis resté là, serrant une petite boîte dans mes mains, celle que maman avait placée sur mes genoux 5 minutes plus tôt. À l'intérieur, il y avait une paire de chaussettes blanches, l'étiquette de prix à $2 toujours attachée. Maman s'est tournée vers moi avec ce sourire doux et condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Sois reconnaissante, Clara. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Le rire qui a suivi a résonné comme du verre brisé à l'intérieur de moi. J'ai souri parce que c'est ce qu'on fait quand on a été formé à ne pas gâcher le moment, mais au fond, quelque chose s'est fissuré. À 2 heures du matin, quand la neige a cessé et que la maison s'est tue, j'ai fait ma valise. Avant de partir, j'ai placé un dernier cadeau sous le sapin, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Dans cette maison chaleureuse et scintillante, je pensais que nous étions l'image du bonheur. Papa possédait un restaurant familial à Portland. Maman gérait les comptes. Lydia était l'enfant chérie, toujours charmante, toujours adorée. Et moi? J'étais la responsable, la stable, celle qui s'assurait que tout continue de fonctionner, même quand personne ne le remarquait. Pendant des années, j'ai cru que c'était suffisant. Quand Lydia a poussé des cris de joie en voyant sa voiture, maman a essuyé des larmes de ses yeux et l'a serrée dans ses bras. Tu le mérites, bébé. Tu as tellement travaillé. Travailler dur à quoi, exactement? J'avais envie de demander. Poster des photos sur Internet, sourire devant une caméra? Mais je suis restée silencieuse. On ne gâche pas Noël à cause de la jalousie. Du moins, c'est ce que je me suis dit pendant que papa versait du champagne et trinquait avec les voisins, se vantant d'être si fier de ses filles qui réussissent. Lydia s'est tournée vers moi, faisant tournoyer ses clés, riant. Tu devras rouler avec moi maintenant, Clara. On ne peut pas te laisser arriver dans cette vieille Civic. Tout le monde a ri à nouveau, sauf moi. Mon sourire semblait mince comme du papier, faux, prêt à se déchirer. À l'intérieur, une petite voix murmurait que ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était une question d'années de dons invisibles, de dettes impayées, d'appels téléphoniques qui commençaient toujours par « Chérie, peux-tu nous aider juste cette fois ?» La façon dont cette fois s'était transformée en tous les mois pendant 3 ans. Mais je me suis mordu la langue. Noël n'était pas le jour pour la vérité. De retour à l'intérieur, Lydia a posé avec ses nouvelles clés de voiture, les lumières dorées se reflétant sur ses cheveux comme un halo. Maman l'a dirigée comme une fière productrice. Tiens-la plus haut. Oui, c'est parfait. Papa a pris une autre gorgée de son whisky, riant assez fort pour que tout le quartier l'entende. Je me suis enfoncé dans le coin du canapé, déballant à nouveau les chaussettes juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Elles étaient en tissu bon marché, fin, rêche, du genre qu'on trouve près de la caisse quand on achète autre chose. L'étiquette pendait sur le côté, audacieuse et sans excuse, $1,99. Je me demandais si maman se souvenait même de les avoir achetées, ou si elle les avait prises à la dernière minute par culpabilité. Quand elle a croisé mon regard, elle a souri comme pour dire, tu vois. Je me suis souvenu de toi. J'ai acquiescé. Merci, maman. Elles sont pratiques. Elle a ri. Eh bien, tout le monde ne peut pas avoir une Rolls-Royce, n'est-ce pas? La pièce a éclaté à nouveau. Papa a levé son verre. À la famille. Je me suis excusé pour aller à la cuisine, faisant semblant d'aller chercher plus de cidre. Mes mains tremblaient. Le rire du salon résonnait dans toute la maison, se mélangeant au faible ronronnement du moteur de la nouvelle voiture de Lydia alors qu'elle l'allumait et l'éteignait pour sa vidéo sur les réseaux sociaux. À travers la fenêtre, j'ai regardé les flocons de neige se poser sur le capot argenté, fondant instantanément. Les phares brillaient comme des yeux qui me fixaient, impassibles.
Je me suis appuyé contre le comptoir, luttant contre la chaleur qui montait derrière mes yeux. Sois reconnaissante, avait dit maman. Les mots tournaient en boucle comme une chanson cassée. Sois reconnaissante de quoi? D'avoir donné des années de mon salaire? D'avoir sauvé leur maison quand ils étaient en retard sur les paiements? D'être invisible à chaque fête pendant que Lydia brillait? J'avais été reconnaissante. J'avais été généreuse. J'avais été obéissante. Et voyez où cela m'a mené, debout dans une cuisine pleine de gens que je ne reconnaissais plus, tenant une tasse de cidre froid et me demandant quand l'amour s'était transformé en une performance. Papa est entré, toujours souriant, ignorant que mon monde venait de se diviser en deux. Ça va, ma puce? Ça va. Il m'a tapoté l'épaule. Bien. Tu as toujours été la forte. On a de la chance de t'avoir. La forte, la responsable, la fiable. Des mots qui, autrefois, sonnaient comme des compliments, ressemblent maintenant à des chaînes. Quand tout le monde est finalement allé se coucher, la maison est tombée dans un silence qui ressemble à une confession. La Rolls-Royce était garée dans l'allée, reflétant le clair de lune. J'étais assise sur mon lit d'enfant, fixant le papier peint délavé, l'ours en peluche toujours sur la commode. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message de la banque, confirmation que le virement automatique pour l'hypothèque de mes parents avait été effectué, comme tous les mois. 1400 $. Joyeux Noël. C'est alors que la décision s'est enclenchée, non pas avec colère, mais avec un calme étrange, comme regarder la neige se déposer après une tempête. Je me suis levé, j'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à la faire. Mes mouvements étaient méthodiques, ordinateur portable, chargeur, pull, article de toilette. Chaque article plié soigneusement, comme si l'organisation pouvait stabiliser mes mains tremblantes. Je me suis assise au bureau et j'ai écrit une courte note sur du papier uni. Si vous pouvez vous permettre le luxe, vous pouvez vous permettre l'honnêteté. Les paiements s'arrêtent maintenant. Joyeux Noël. J'ai glissé la note dans une grande enveloppe avec des copies de mes relevés de virement 3 années, chaque ligne surlignée, 52 800 $. Je l'ai placée sous le sapin, soigneusement rangée parmi les boîtes scintillantes, et j'ai noué un petit ruban rouge autour. Ce n'était pas comme une vengeance, c'était comme rendre quelque chose qui n'a jamais été à moi. À 2 heures du matin, j'ai fermé ma valise à glissière, j'ai mis mon manteau et j'ai traversé la maison en silence. Les planches du plancher craquaient doucement, l'air épais de pain et de regret. Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte du salon, regardant le sapin illuminé, le reflet de la Rolls-Royce à travers la fenêtre, la pile de cadeaux parfaits empilés pour quelqu'un d'autre. Pendant des années, je m'étais dit que la famille signifiait le sacrifice. Mais cette nuit-là, debout dans le silence de tout ce que j'avais acheté et jamais reçu, j'ai réalisé quelque chose de nouveau, la famille ne signifie pas donner jusqu'à disparaître, elle signifie être vue. J'ai pris mes clés de voiture, je me suis faufilé hors de la porte et j'ai senti l'air froid frapper mon visage. Ma vieille Civic a démarré en toussant comme une vieille amie. En reculant de l'allée, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison, la lumière dorée se répandant à travers les rideaux, les ombres dansant encore du feu. Sois reconnaissante, ai-je murmuré. Je le suis. Puis je suis parti en voiture dans l'aube glaciale, laissant derrière moi des rires qui mouraient avec le matin et un cadeau qu'ils n'oublieraient jamais. Alors que je m'éloignais de cette maison, la neige engloutissant le son de mes pneus, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quand tout avait commencé à mal tourner entre nous. Et la réponse, je le réaliserai plus tard, a commencé bien avant ce matin de Noël. Les gens pensent toujours que le ressentiment naît du jour au lendemain, qu'un Noël cruel peut transformer l'amour en amertume. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il se construit lentement, couche par couche, sur des années de petits affronts déguisés en amour. Avant la Rolls-Royce, avant les chaussettes à 2 $, il y avait des dîners du dimanche remplis de rire, l'odeur du pain à la cannelle de maman et les terribles blagues de papa sur les pâtes trop cuites. Il y avait des soirées cinéma où Lydia s'endormait sur mon épaule, et maman disait, « Regardez-vous, toujours si proche. » Si quelqu'un m'avait dit alors qu'un jour je partirais et que je ne reviendrais jamais, j'aurais ri. Nous étions la famille Jennings, solide, loyale, aimante. Ou du moins c'est ce que je croyais quand j'étais petite. Le restaurant était le cœur de notre foyer. Harold Estable était situé à un coin de rue du centre-ville de Portland, un endroit confortable avec des banquettes rouges et des guirlandes lumineuses. Papa dirigeait la cuisine, maman s'occupait des livres, et je débarrassais les tables après l'école pour des pourboires qui allaient directement dans un pot d'épargne pour l'université.
Lydia était encore en couette à l'époque, aidant papa à distribuer des paniers de pain aux tables et charmant les clients avec son sourire édenté. Tous les dimanches après la fermeture, papa fermait tôt et nous dînions au restaurant avec les lumières atténuées, juste nous. Il versait du jus de pomme dans des verres à vin pour nous les filles et disait, à la famille, le meilleur investissement que vous ferez jamais. Nous trinquions tous, riant de la façon dont nous pensions être chics. Je pensais que ces moments signifiaient quelque chose de permanent, comme un contrat signé dans l'amour. Mais j'ai appris plus tard que les souvenirs n'empêchent pas les gens de changer. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu une bourse pour étudier le commerce à l'université de Washington. Je me souviens du jour où la lettre est arrivée. Maman a pleuré. Papa a grillé des steaks pour fêter ça. Lydia a couru dans le jardin en agitant ma lettre d'acceptation comme un drapeau. J'ai quitté la maison en croyant que je marchais vers un avenir qui les rendrait fiers, et au début, ils étaient fiers. Chaque appel téléphonique commençait par « Notre Clara fait de grandes choses ». Ils m'envoyaient des colis de soins, appelaient le week-end, demandaient des nouvelles des examens. Lydia, encore au lycée, m'envoyait des selfies au hasard et se plaignait des garçons. Tout semblait normal, facile. Le changement s'est produit lentement, si silencieusement que je ne l'ai même pas remarqué au début. Lydia est devenue une adolescente qui vivait pour l'attention, tutoriels de maquillage, selfies, TikTok avant même que TikTok n'existe. Maman adorait exhiber son esprit créatif, la défendant toujours. Elle est sensible, disait-elle. Tu étais la sérieuse, Clara. Ne sois pas si dure avec elle. Et j'essayais de ne pas l'être. Quand je suis revenu de l'université pour Noël une année, Lydia avait un tout nouvel iPhone, un cadeau pour ses projets scolaires, tandis que je déballais un manteau usagé. Des cadeaux pratiques pour notre fille pratique, a plaisanté papa. J'ai ri parce que pouvais-je faire d'autre? C'était la première fois que je le ressentais, cette petite piqûre inconfortable d'être utile mais pas chérie. Je l'ai refoulé. Les familles ont des favoris, me suis-je dit. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vous aiment moins. Des années plus tard, après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché mon premier vrai emploi dans une start-up à Seattle. C'était excitant, rapide, et le chèque de paie semblait irréel. Je me souviens avoir appelé à la maison, à peine capable de garder ma voix stable. Je l'ai fait. Je leur ai dit. Responsable marketing à 24 ans. Papa a applaudi au téléphone. Maman a dit qu'elle était fière. Et Lydia a crié en arrière-plan, enfin quelqu'un dans cette famille peut acheter du vin décent. Nous avons ri, et pendant un moment, on a eu l'impression de revivre les beaux jours. Mais les appels qui ont suivi n'étaient pas des appels de fierté. Ils concernaient des problèmes. Le restaurant avait du mal depuis la pandémie, moins de clients, augmentation des coûts, nouvelle concurrence. Juste un petit prêt, a dit papa un soir, sa voix fatiguée. Nous avons 2 mois de retard sur le loyer du restaurant, juste le temps que les choses reprennent, bien sûr. J'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? Il m'avait tout donné. Du moins, c'est ce que je pensais. Je leur ai viré $1200 le lendemain matin et je n'ai rien dit à personne au travail. C'était agréable d'aider, comme être la version adulte de la fille dont ils avaient toujours été fiers. Puis un mois s'est écoulé, et un autre appel est arrivé. Chérie, je déteste te le demander encore, mais nous sommes toujours en train de rattraper notre retard. Juste cette dernière fois, d'accord? La dernière fois est devenue la première d'une longue série. Chaque mois, le ton s'adoucissait, les mots devenant plus répétitifs. Nous avons tellement de chance d'avoir une fille comme toi. Dieu doit être fier de ta générosité. Tu as toujours été notre roc. Des éloges déguisés en attente. Je ne l'ai pas reconnu alors, mais j'étais en train d'être formé, conditionné à me sentir coupable de vouloir des limites. Pendant ce temps, les médias sociaux de Lydia étaient en plein essor. Elle est devenue une influenceuse avec des contrats de marque, des commandites de produits de beauté, des séjours gratuits à l'hôtel. Mes parents se vantaient sans cesse. Elle construit quelque chose d'incroyable. Ils sont allés à Los Angeles pour lui rendre visite souvent, prenant des photos dans des bars sur le toit pendant que je restais à Seattle, à établir un budget pour le prochain virement. Chaque fois que je faisais allusion au déséquilibre, maman me rappelait, tu as toujours été la forte. Elle est encore en train de se découvrir. J'ai appris à ne plus remettre ça en question. J'ai payé, ils ont loué, et la vie a continué. Puis est venue la pandémie. Harold Estable a à peine survécu aux fermetures. Quand papa a appelé,
sa voix s'est brisée pour la première fois. Nous pourrions perdre la maison, Clara, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent à nouveau. Bien sûr, ai-je dit. Les virements mensuels sont devenus automatiques. J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements. Mes collègues sont partis en voyage le week-end, ont posté des photos de plage. J'étais assise dans mon appartement à manger des nouilles instantanées et à me dire que c'était ce que font les bonnes filles. Mais la culpabilité a commencé à aigrir. J'appelais à la maison, j'entendais maman se vanter de la belle rénovation du restaurant, où je voyais Lydia poster des photos de brunch coûteux. J'ai commencé à me demander comment une famille si fauchée pouvait se permettre des sacs à main de luxe et des lustres décoratifs. Quand j'ai demandé, maman a ri. Oh, ça? Un ami devait de l'argent à ton père. Je voulais la croire. Je le voulais vraiment. Chaque fois que j'envisageais d'arrêter les paiements, la voix de papa résonnait dans ma tête. La famille n'abandonne pas la famille. Et juste comme ça, la culpabilité a gagné à nouveau. Au moment où Lydia a obtenu son diplôme universitaire, elle avait un emploi de mannequin à temps partiel et une nouvelle voiture. Elle est louée, a-t-elle dit en souriant. Papa a aidé avec la compte. Je n'ai pas demandé d'où venait l'argent. Je le savais déjà. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé que la dynamique du pouvoir avait changé. Je n'étais plus une fille, j'étais un guichet automatique avec un pouls. Plus je donnais, moins ils me voyaient. Quand je leur rendais visite, les conversations ne me concernaient pas. Elles concernaient les projets de Lydia, les plans d'expansion de papa, les idées de redécoration de maman. Quand je mentionnais mes longues heures, ils disaient « Tu as de la chance d'avoir un si bon emploi », comme si la chance, et non l'effort, m'avait amené là. Je me souviens d'un Thanksgiving. Je venais de faire 4 heures de route depuis Seattle, épuisé, quand Lydia est entrée en portant des bottes de créateur. « Elles ne sont pas mignonnes », a-t-elle dit en posant. Maman a applaudi. Papa a souri. Puis maman s'est tournée vers moi. « Tu n'as pas apporté les patates douces. » Non, ai-je dit doucement. Je pensais que Lydia les apportait. Maman a soupiré. Vous êtes toutes les deux adultes maintenant. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler tout. C'était un petit commentaire, mais il est tombé comme un coup de poing. J'ai réalisé à ce moment-là que je pouvais payer leurs factures, mais je ne gagnerais jamais leur grâce. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assise sur le porche en regardant la cour couverte de givre. La même maison que j'avais aidé à éviter la saisie semblait maintenant étrangère, comme un musée d'une vie qui m'incluait autrefois. La lumière du porche a vacillé, et j'ai pu entendre les mots de papa résonner des années plus tôt, la famille signifie se montrer quoi qu'il arrive. J'ai murmuré dans l'obscurité, je me suis montré. Je n'avais juste pas réalisé que j'étais la seule à payer la facture. Quelque part entre ces mots et le souffle qui a suivi, quelque chose en moi s'est durci. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première fissure dans l'illusion, le début de la fin, le moment où l'amour s'est transformé en un registre que je ne pouvais plus équilibrer. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit tranquille sur le porche n'était que le calme avant la tempête, la première petite fissure dans un schéma qui deviendrait bientôt la plus grande erreur de ma vie. Cela a commencé par un appel téléphonique, le genre auquel vous répondez sans réfléchir, le genre qui sonne comme de l'amour. « Chérie, dit papa, sa voix plus douce que d'habitude, nous avons juste besoin d'un peu d'aide. » Le restaurant a été lent depuis la pandémie, tu sais comment c'est. Je pouvais entendre maman en arrière-plan, murmurant quelque chose à propos des paiements en retard, à propos du propriétaire qui devenait impatient. Juste le temps de nous rattraper, promit-il. Peut-être un mois ou deux. Je n'ai même pas hésité. Bien sûr, papa. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré $1200 sur leur compte. C'était bien d'une certaine manière. J'avais enfin atteint le point où je pouvais les aider comme ils m'avaient aidé. Je me suis dit que c'était temporaire, que c'était à mon tour de redonner. Quand maman a envoyé un texto avec un emoji cœur suivi de « Tu es une telle bénédiction », j'ai souri. La famille est dans la famille, n'est-ce pas comme ça que c'était censé être? 3 semaines plus tard, papa a rappelé. Le ton était le même, mais les mots sont venus plus vite cette fois, répétés. Les affaires n'ont pas encore repris. Les nouvelles restrictions de livraison nous tuent. Pourrais-tu nous aider un mois de plus? J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Au 3e mois, je n'ai pas attendu qu'il me le demande. J'ai mis en place un virement automatique pour le 1er de chaque mois. $1200.
Les paiements sortaient silencieusement, comme le souffle quittant mes poumons. Je l'ai à peine remarqué au début. Quand je leur ai rendu visite au printemps, le restaurant était plus beau que je ne l'avais prévu, peinture fraîche, nouveaux luminaires, tables remplacées par des tables modernes qui brillaient sous les ampoules chaudes. Waouh, dis-je en entrant. C'est magnifique. Maman sourit, essuyant ses mains sur son tablier. Il fallait rafraîchir un peu pour le retour des clients. Je n'ai pas demandé comment ils avaient pu se le permettre. Je ne voulais pas paraître ingrate pour tout ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, nous nous sommes assis pour dîner au restaurant. Papa a ouvert une bouteille de vin rouge, une bouteille chère que je n'avais jamais vue à la maison auparavant, et a versé un verre à chacun. À la survie, dit-il, levant son verre vers moi. On n'aurait pas pu y arriver sans notre fille responsable. J'ai ri, un peu embarrassé mais secrètement fier. Je me suis dit que c'était ça, la famille, sacrifice, soutien, lutte partagée. Quand je suis retourné à Seattle le lendemain, je me suis senti plus légère, comme si j'avais fait quelque chose de bien. Mais les bonnes choses ont tendance à se transformer en habitude. À la fin de cet été, les paiements n'avaient pas cessé. Tous les quelques mois, il y avait une autre raison, une semaine creuse au restaurant, un four cassé, une nouvelle taxe qu'ils n'avaient pas prévue. On va bientôt se rattraper, disait papa à chaque fois. Tu nous as tellement aidés. Les mots étaient chaleureux au début, puis ils ont commencé à peser lourd. J'ouvrais mon application bancaire et regardais les chiffres baisser, me convainquant que j'allais bien. Après tout, j'avais un bon travail, je pouvais me le permettre. Mais chaque mois, cela empiétait sur quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mon sentiment de liberté, peut-être, mon sentiment d'être leur fille au lieu de leur prêteuse. Puis est venu l'appel pour le dîner. Clara, on organise une soirée en famille ce week-end, a dit maman, juste nous. Tu nous manques. Cela faisait des mois que je ne leur avais pas rendu visite. J'ai conduit jusqu'à chez eux le samedi, me disant que ce serait une pause agréable. La maison était magnifique quand je me suis garé, des fleurs fraîches sur le porche, de nouveaux rideaux aux fenêtres. À l'intérieur, l'odeur du rôti de bœuf et de l'ail embaumait l'air. Tout est beau, dis-je. Maman rayonnait. Les affaires ont enfin l'air de reprendre. J'étais heureuse pour eux jusqu'à ce que je voie la nouvelle machine à expresso étincelante sur le comptoir, le genre qui coûte au moins $1000. Le dîner était bruyant, les rires résonnant à travers la table. Lydia était là aussi, parlant de sa nouvelle campagne d'influence pour une marque de soins de la peau. Tout est question d'authenticité, dit-elle, ajustant ses cheveux tout en faisant défiler son téléphone. Les marques adorent ça, acquiesça maman fièrement. Elle fait des choses extraordinaires, Clara. Tu devrais voir ses derniers posts. J'ai souri poliment, coupant ma nourriture en minuscules morceaux insignifiants. Lorsque les assiettes furent débarrassées, papa se renversa avec un soupir de contentement. On pense à agrandir la terrasse pour l'été prochain, ajouter quelques places assises à l'extérieur. Agrandir, demandai-je. Ça a l'air cher. Il haussa les épaules. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, non? Maman rit. Ton père dit toujours ça. Je voulais demander d'où venait l'argent, mais j'ai ravalé la question. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et j'ai dit, vous avez probablement raison. Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image de cette machine à expresso, des nouveaux meubles, de la peinture fraîche. Peut-être que les choses allaient mieux qu'il ne le laissait entendre. Peut-être qu'il n'avait plus besoin de mon aide. Alors la semaine suivante, j'ai appelé maman. Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu veux toujours que j'envoie le virement habituel ce mois-ci? Elle a fait une pause, juste assez longtemps pour que j'entende le changement dans son ton. Oh, ma chérie, si tu pouvais, ça nous aiderait vraiment. On essaie encore de rattraper les dépenses du mois dernier. J'ai hésité. Mais je pensais que les affaires allaient bien. Elles vont bien, dit-elle rapidement, on ne fait que rééquilibrer les choses, tu sais comment les factures s'accumulent. La culpabilité a frappé instantanément. Je pouvais pratiquement entendre la déception dans sa voix, le subtil passage de la gratitude à l'attente. Bien sûr, dis-je. Je l'enverrai ce soir. Après avoir raccroché, je me suis assise en silence. Une semaine plus tard, au travail, ma collègue Rachel m'a invité à un voyage d'un week-end sur la côte. Allez, dit-elle, tu as besoin d'une pause. J'avais tellement envie d'y aller, mais quand j'ai vérifié mon compte, le coup de poignard familier s'est produit. Après le loyer, les charges et le virement, il n'y avait pas assez.
Je lui ai dit que j'avais trop de travail. Ce soir-là, j'ai fait chauffer des nouilles instantanées pour le dîner et j'ai regardé l'espace vide au-dessus de ma table de cuisine où il aurait dû y avoir un ensemble de salles à manger. Les mois se sont transformés en années. Les virements sont devenus une partie de ma vie, comme les impôts ou la respiration. Personne n'a mentionné d'arrêter. Maman appelait pour bavarder, glissant toujours une phrase sur le fait que les choses étaient difficiles. Papa envoyait des photos du restaurant, la légende étant toujours quelque chose comme « on tient le coup », grâce à notre fille. Pendant ce temps, le monde de Lydia brillait de plus en plus. Elle a emménagé dans un appartement du centre-ville, a posté des selfies depuis des bars sur les toits, a porté des vêtements de créateurs. Collaboration avec des marques, disait-elle quand je demandais, mais au fond, je connaissais la vérité, mon argent était tissé dans ce style de vie aussi. Un soir, lors d'un appel vidéo, j'ai demandé directement à maman, « Tu penses que toi et papa, vous allez bientôt vous en sortir ? Je veux dire, avec les paiements. » Son sourire a vacillé. « Pourquoi ? Tu as des difficultés ? » Pas exactement, dis-je. Je pensais juste que le restaurant marchait mieux. Il marche bien, dit-elle rapidement, mais la famille est soudée. Tu ferais la même chose pour nous, n'est-ce pas? Tu veux dire que je le fais déjà, murmurai-je. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Elle sourit de nouveau, ce sourire doux, empreint de culpabilité. Tu as été une telle bénédiction, Clara. Nous sommes si fiers de toi. Lorsque l'appel s'est terminé, je me suis assise dans le noir, le téléphone brillant toujours dans ma main. Fier de moi pourquoi? Pour ne pas avoir dit non? Pour faire semblant que c'était encore de l'amour? Quelques semaines plus tard, le climatiseur de mon appartement est tombé en panne pendant une vague de chaleur. La réparation coûtait $800, de l'argent que je n'avais pas parce que le virement était déjà parti. J'ai passé 3 nuits à transpirer dans mes draps, des ventilateurs soufflant de l'air chaud autour de moi avant de finalement mettre la réparation sur une carte de crédit. Le lendemain matin, j'ai fait défiler Facebook et je me suis arrêté net. Papa avait posté une photo d'un nouveau téléviseur à écran plat accroché au restaurant. On améliore pour les clients, disait la légende. J'ai fixé le poste jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. $800 pour une télévision alors que je mettais des réparations sur une carte de crédit. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas programmé le prochain paiement automatiquement. Je me suis assise à mon bureau, planant au-dessus du bouton de virement, le cœur battant la chamade. Puis maman a envoyé un texto, « J'espère que tu vas bien, ma chérie. N'oublie pas que l'hypothèque est due demain. On compte sur toi. » Ma main a bougé toute seule. Virement effectué. En fermant mon ordinateur portable, une phrase s'est formée dans ma tête, nette et claire, « Il ne galère plus. C'est moi. » J'ai essayé de la repousser, mais elle a persisté. Elle a résonné dans chaque file d'attente à l'épicerie, chaque invitation à dîner refusée, chaque nuit où je suis resté à la maison au lieu de vivre ma vie. Et au moment où le prochain Noël est arrivé, la vérité s'était durcie en moi, ce n'était plus une aide, c'était une survie, mais pas la mienne. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient une fois qu'ils auraient rattrapé leurs factures, mais au lieu de cela, la seule chose qui n'a cessé de croître était la culpabilité, à chaque fois que mon téléphone sonnait. La culpabilité est un voleur silencieux. Il ne défonce pas la porte et ne crie pas. Il se glisse juste à l'intérieur pendant que vous essayez d'être gentil, réarrangeant vos pensées jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire la différence entre la générosité et l'obligation. Pour moi, la culpabilité était enveloppée de compliments, « Tu es une telle bénédiction, Clara. Tu as toujours été la plus responsable. Dieu doit être fier de toi », des mots qui sonnaient comme de l'amour mais portaient le poids de l'attente. Dès la 2e année, maman et papa n'avaient même plus besoin de demander. Les paiements étaient automatiques, $1200 quittant mon compte comme une horloge le premier de chaque mois. Quand j'ai oublié une fois à cause d'un voyage de travail, maman a appelé ce soir-là. « On n'a pas vu le virement », dit-elle doucement. « Tout va bien ?» Ce n'était pas une demande, c'était de la déception, et la déception dans ma famille faisait plus mal que la colère. « Oh désolé, j'étais juste occupé », dis-je, me précipitant pour ouvrir l'application bancaire. « Oh, ma chérie, je comprends », dit-elle, sa voix douce et chaleureuse. « Tu as toujours été une si bonne fille. » Au moment où la transaction a été effectuée, elle a dit « Merci, ma chérie. Nous sommes si fiers de toi. » Puis elle a raccroché. Il m'a fallu une minute entière pour réaliser qu'elle n'avait pas demandé comment j'allais. Quand nous faisions du fasting le dimanche soir, les éloges continuaient.
Tu es notre ange, disait maman. Tu gardes cette famille ensemble. Papa hochait la tête. Lydia souriait. Parfois, Lydia intervenait, tu es la meilleure sœur du monde, Clara. Nous disions justement à quel point nous avons de la chance de t'avoir. J'avais l'habitude de sourire, la poitrine serrée par quelque chose que je ne pouvais pas nommer, de la gratitude, peut-être, ou peut-être l'étouffement lent d'être utile. Un soir, après une semaine particulièrement longue au travail, j'ai reçu un autre appel. Ma chérie, dit maman, le restaurant organise une petite collecte de fonds pour les familles du personnel le mois prochain. On aimerait que tu en fasses partie. C'est pour une bonne cause. C'est gentil, dis-je, sentant déjà où cela allait mener. Elle hésita, puis ajouta, on pensait que tu pourrais peut-être contribuer un peu plus, juste $3000, pour aider à démarrer. Tu aiderais tellement de gens. $3000 ? Ma poitrine s'est serrée. Maman, je vous aide déjà tous les mois. Je sais, ma chérie, et nous sommes si reconnaissants, mais c'est différent. C'est pour la charité. Tu as été tellement bénie. C'est ta chance de rendre l'appareil. Je rends l'appareil depuis 3 ans, dis-je doucement. La voix de papa est arrivée sur la ligne, calme et ferme. Ne fais pas une question d'argent, Clara. C'est une question de famille. C'était la fin de la discussion. Le lendemain matin, je leur ai posté un chèque. Une semaine plus tard, Lydia a posté une vidéo de la collecte de fonds, souriant dans sa robe scintillante, la musique jouant, les verres de champagne qui tintaient. La légende disait, on n'aurait pas pu le faire sans le soutien de ma famille. Je l'ai regardé 3 fois. Mon nom n'a pas été mentionné. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel. Je pense que mes parents m'utilisent, dis-je. Rachel n'a même pas hésité. C'est le cas. J'ai ri, mais c'est sorti tremblant. Non, ce n'est pas comme ça. Ils ont juste besoin d'aide en ce moment. La famille est de la famille. Clara, dit-elle doucement, tu ne les aides pas, tu les portes. Je suis restée silencieuse. T'a-t-il déjà traversé l'esprit qu'ils n'essaient pas de se remettre sur pied parce qu'ils t'ont déjà sur qui s'appuyer? Ces mots ont fait mal. Ce n'est pas juste. Ni ce qu'ils font, dit-elle. L'amour ne devrait pas ressembler à une dette. J'ai raccroché peu après, en colère contre elle d'avoir dit à voix haute ce que j'avais trop peur d'admettre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait défiler mes messages avec maman, des centaines d'entre eux. Tu es notre ange. On peut toujours compter sur toi. Tu ne nous abandonnerais jamais, n'est-ce pas? Chaque compliment ressemblait soudain à une chaîne. Quelques jours plus tard, je suis rentré à la maison pour dîner. Le restaurant était bondé, toutes les tables étaient pleines. Lydia animait une session de questions-réponses en direct pour ses abonnés. Papa discutait avec les clients, et maman gérait la caisse. Les affaires avaient l'air bonnes, mieux que bonnes. Après la fermeture, nous nous sommes assis dans l'une des cabines. Maman sourit fièrement. On est tellement reconnaissant que tu nous aies soutenus pendant les moments difficiles. Les moments difficiles sont-ils terminés maintenant, demandai-je. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le restaurant a l'air occupé, vous parlez d'agrandir la terrasse, vous venez d'organiser une collecte de fonds. Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'envoyer de l'argent tous les mois. L'air a changé instantanément. L'expression de papa s'est durcie. Le sourire de maman a vacillé. Lydia a levé les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Clara, dit maman doucement, ne gâche pas une belle soirée en parlant d'argent. Je dis juste que peut-être vous n'en avez plus besoin. Papa se pencha en avant. Nous te ferons savoir quand nous n'aurons plus besoin d'aide. D'ici là, la famille est soudée. Le mot famille sonnait plus comme un ordre que comme un réconfort. Sur le chemin du retour à Seattle, j'ai serré le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Les mots de Rachel résonnaient dans ma tête, l'amour ne devrait pas ressembler à une dette. Cette nuit-là, j'ai consulté mon historique bancaire en ligne et j'ai commencé à faire défiler, ligne après ligne de transactions identiques. $1200. $1200. $1200. Encore et encore, mois après mois, année après année. Je les ai additionnés. $45,600. J'ai fixé le nombre jusqu'à ce que ma vision se brouille. Comment ai-je pu laisser ça durer aussi longtemps? Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il y avait un message vocal qui m'attendait, maman de nouveau,
joyeuse. Bonjour, ma chérie. Je voulais juste savoir si tu avais envoyé le virement. Le loyer est dû aujourd'hui. Je t'aime. J'ai supprimé le message. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la page de virement. Mon curseur a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant longtemps. Pour la première fois en 3 ans, j'ai hésité. Mais la culpabilité est intelligente, elle se faufile à travers la mémoire. J'ai entendu maman soupirer. La voix de papa disant « Nous sommes fiers de toi ». J'ai vu le visage de Lydia s'illuminer quand ils m'ont appelé notre rock et j'ai cliqué sur envoyer. Plus tard cette nuit-là, je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Cela aurait dû me soulager, au lieu de ça, je me sentais étouffé. J'ai pris mon téléphone et tapé un message à Rachel, « Tu avais raison, mais je ne sais pas comment arrêter. » Puis je l'ai effacé avant de l'envoyer. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et me suis assise sur le canapé, le soleil inondant le sol. J'ai pensé au restaurant, au rire, à la collecte de fonds, à la culpabilité, et j'ai réalisé que je n'étais pas en colère contre eux. J'étais en colère contre moi-même, en colère d'avoir confondu gentillesse et faiblesse. Cette semaine-là, j'ai commencé à lire des articles sur la violence financière, sur la façon dont les gens manipulent la culpabilité pour contrôler les autres. Chaque article me semblait être un miroir dans lequel je ne voulais pas me regarder. Une phrase est restée avec moi, l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Je l'ai recopié dans mon journal. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message de maman, le loyer est de nouveau dû, ma chérie. Tu sais toujours comment nous sortir d'affaires. J'ai regardé les mots, leur certitude désinvolte. Puis j'ai fermé mon téléphone et chuchoté dans l'appartement vide, plus maintenant. Je ne le savais pas alors, mais ce chuchotement silencieux était le début de tout ce qui allait suivre, le début de la fin, et le premier vrai moment où je me suis choisi. Je pensais que fixer des limites me donnerait la paix, mais au lieu de cela, cela n'a fait que rendre leur silence plus fort. Et ce silence allait révéler la vérité. J'avais eu trop peur de voir. Le premier mensonge ne venait pas de leur bouche, il venait d'une photographie. Maman l'a envoyé par texto à la conversation de groupe familial un soir à la fin du printemps. La légende disait, enfin fini les rénovations. Dieu est bon. La photo la montrait debout à l'intérieur du restaurant, rayonnante sous un tout nouveau lustre. Derrière elle, les murs n'étaient plus le beige terne dont je me souvenais. Ils étaient vert foncé, ornés de doré. Les sols étaient en bois dur poli. De nouvelles tables brillaient sous un éclairage doux. J'ai zoomé, en examinant chaque détail, les œuvres d'art encadrées, les chaises élégantes, la machine à expresso élégante trônant fièrement sur le comptoir. Tout criait l'argent. J'ai regardé autour de mon propre appartement, des murs nus, des meubles chinés, la même lampe de plancher vacillante que j'avais depuis l'université. Sur ma table, il y avait une boîte de soupe que j'avais prévu de répartir sur 2 dîners. Le contraste était presque drôle. Ça a l'air super, maman, ai-je tapé, mes pouces tremblants. N'est-ce pas, a-t-elle répondu presque instantanément. Les affaires finissent par reprendre. J'ai regardé l'écran. Si les affaires reprenaient, pourquoi payais-je encore leurs factures? Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mon application bancaire. Un autre virement avait été effectué ce matin, $1200, comme toujours. Je me suis penché en arrière, sentant l'épuisement de tout cela s'installer. J'avais passé 3 ans à croire que cet argent les sauvait, mais la vérité était qu'ils les avaient seulement mis suffisamment à l'aise pour oublier le sens du mot temporaire. Quelques jours plus tard, je me suis connecté à Instagram, et le visage souriant de Lydia a rempli mon fil d'actualité. Elle était dans la Napa Valley, un verre de champagne à la main, posant devant un vignoble. La légende disait, week-end entre filles avec la famille. Béni, j'ai cliqué sur la vidéo qu'elle avait postée. De la musique jouée sur des coupes rapides de verre qui s'entrechoquent, de suite 5 étoiles et d'un dîner sur le toit au coucher du soleil. À la 10e seconde, j'ai figé l'image. À l'arrière-plan, reflété dans un miroir, je pouvais voir maman rire, portant une robe à fleurs que je n'avais jamais vue auparavant. Mon cœur battait à tout rompre. Quelques minutes plus tard, je lui ai envoyé un texto, et « N'as-tu pas dit que le restaurant manquait de personnel ce week-end » Sa réponse est venue rapidement, « Oh, nous avions besoin d'une petite pause, ma chérie. » Lydia nous a invités. C'était surtout pour son contenu. Elle a eu une réduction. Une réduction.
J'ai laissé tomber mon téléphone sur le canapé, fermé les yeux et expiré. Chaque excuse sonnait polie, répétée, à l'épreuve de la culpabilité. Une semaine plus tard, papa a appelé pendant ma pause déjeuner. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-il dit joyeusement. Comment va le travail? Occupé, ai-je dit. Comment va le restaurant? Bien. Nous pourrions même avoir notre meilleur trimestre jusqu'à présent. C'est génial, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Alors, cela signifie-t-il que vous allez bientôt reprendre le remboursement de l'hypothèque? Silence. Il s'est raclé la gorge. Ne compliquons pas les choses. Tu te débrouilles si bien, Clara. Ce n'est pas un problème pour toi. Cela fait 3 ans, papa. Nous en parlerons plus tard, a-t-il dit rapidement et a changé de sujet pour parler de la dernière étape importante de Lydia en tant qu'influenceuse. Quand nous avons raccroché, mes mains tremblaient. Je ne savais pas si c'était de la colère ou de l'incrédulité, ou peut-être les deux. Ce soir-là, Rachel est venue avec des plats à emporter et du vin. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, a-t-elle dit, en enlevant ses chaussures. Je lui ai tout raconté, les rénovations, le voyage, l'appel téléphonique. Les sourcils de Rachel se sont levés. Clara, ce n'est pas une famille qui lutte pour survivre. C'est une famille qui vit de ton argent. J'ai ri amèrement. Tu le fais paraître si simple. Ça l'est, a-t-elle dit. Il t'utilise. Il t'utilise depuis toujours. Je voulais argumenter, mais la vérité pesait trop lourd pour que je me batte. 1 mois plus tard, c'était mon anniversaire. Maman a appelé le matin, joyeuse comme toujours. Joyeux anniversaire, ma chérie. Nous avons hâte de te voir ce soir. Quand je suis arrivé, la maison avait l'air impeccable, de nouveaux meubles, de la peinture fraîche, des bougies au parfum coûteux brûlant sur chaque surface. Lydia était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, portant un pyjama de créateur. Joyeux anniversaire, a-t-elle chanté, me donnant une accolade rapide avant de se retourner vers son écran. Le dîner était charmant, comme toujours, trop charmant, une table dressée à la perfection, 3 plats, du vin que je ne pouvais pas me permettre. Après, nous sommes allés au salon pour les cadeaux. Une petite pile était sous la table basse, emballée dans du papier brillant. J'ai essayé de ne pas remarquer que la plupart étaient étiquetés pour Lydia. Quand maman m'a remis le mien, j'ai souri poliment. À l'intérieur, il y avait une bougie parfumée et un cadre photo soldé, l'étiquette de prix étant encore sur les deux. Quelque chose pour ton appartement, a-t-elle dit gaiement. Tu es toujours si pratique. Je l'ai remercié, forçant la chaleur dans ma voix. Lydia a ouvert ses cadeaux ensuite, des lunettes de soleil de créateur de papa, un ensemble de soins de luxe de maman, un nouvel objectif d'appareil photo pour son travail. J'ai regardé le scintillement de la bougie sur la table et je me suis demandé combien de paiements d'hypothèque ces cadeaux représentaient. Une fois le dessert terminé, Lydia a sorti son téléphone. Devinez quoi, a-t-elle dit. J'ai signé un nouveau contrat avec une marque aujourd'hui. Maman a applaudi. Papa a rayonné. Lydia a tourné la caméra vers eux, enregistrant pour son story. Ma famille est mon plus grand soutien, a-t-elle dit, sans un seul regard dans ma direction. Je suis parti tôt, prétextant que j'avais du travail le lendemain. En rentrant chez moi, je me suis battu contre l'envie de pleurer. Je n'étais même plus triste, juste fatigué de la mascarade, de la gratitude sélective, de la façon dont il me louait pour ma fiabilité tout en ignorant le coût que cela représentait. Une semaine plus tard, j'ai reçu une alerte de ma banque, un email que j'ai failli supprimer par habitude. Activité inhabituelle détectée. Mon estomac s'est noué. Je me suis connecté, et il était là, un compte secondaire lié au mien, un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé la banque immédiatement. Pouvez-vous me dire qui a accès à ce compte, ai-je demandé. Le représentant a vérifié. Il semble être lié au compte commercial de table de Harold. Une autorisation d'accès conjointe a été ajoutée il y a 3 ans dans le cadre d'un accord de partage familial. C'est votre père, n'est-ce pas? Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Oui, ai-je dit doucement. Donc, il peut déplacer des fonds entre les comptes? Oui, madame, cela fait partie de l'autorisation. Merci, ai-je dit, ma voix se brisant en raccrochant. Je suis restée assise là pendant longtemps, à regarder le mur. Les journaux des virements ont défilé dans mon esprit, les centaines de lignes, les interminables $1200 se répétant comme un battement de cœur.
Ils n'avaient pas seulement accepté mon aide, ils avaient construit leur confort autour de celle-ci. Plus tard cette nuit-là, j'ai imprimé 3 ans de relevés, en soulignant chaque virement, chaque dollar. J'ai étalé les papiers sur ma table de cuisine comme des preuves dans un procès. Le rire de Lydia lors de cet anniversaire a résonné dans ma tête. La voix de maman disant « Sois reconnaissante ». Les mots de papa « Nous te ferons savoir quand nous n'aurons plus besoin d'aide ». Il savait exactement ce qu'il faisait. Je suis resté assise là, serrant les papiers si fort qu'ils se froissaient. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que la colère, de la clarté. Ce n'était pas l'argent qui me faisait mal, c'était le mensonge que je n'avais de l'importance que lorsque j'étais utile. Alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai chuchoté dans le silence, plus jamais. Puis, presque sans réfléchir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier. Son nom était simple, preuve finale. Pour la première fois en 3 ans, je ne calculais pas ce que je leur devais, je calculais ce qu'ils me devaient. À l'approche du mois de décembre, le poids de ces relevés bancaires était devenu insupportable, et je savais qu'il ne restait qu'une seule façon de mettre fin au jeu auquel ils jouaient depuis des années. La décision est venue silencieusement, non pas dans la colère, mais dans l'épuisement. Un soir au début de décembre, je me suis assise à ma table de cuisine avec la pile de relevés bancaires imprimés étalée devant moi, chaque page surlignée en jaune, 3 ans, 36 mois, 52 800 $. J'avais souligné le total en bas à l'encre rouge, comme un comptable marque un déficit qui ne peut être ignoré. Le nombre brillait sous la lumière de la lampe, comme une blessure qui avait finalement cessé de saigner mais qui n'avait jamais guéri. Dehors, la ville était enveloppée d'hiver, la neige s'accumulait sur les toits, étouffant le monde. À l'intérieur de mon appartement, le seul bruit était le bourdonnement du réfrigérateur et le doux sifflement du radiateur. J'ai pris une profonde inspiration et chuchoté les mots que je n'avais pas osé prononcer à voix haute, « Il ne m'aime pas pour moi, il m'aime pour ce que je donne ». La phrase est restée en suspens dans l'air, lourde et vraie. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une lettre, non pas une lettre née de la fureur, mais d'une finalité, « Maman, papa, je vous aide parce que je voulais croire que c'était temporaire, parce que je vous ai cru quand vous disiez que les choses étaient difficiles. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à payer vos factures pendant que vous vivez comme si rien n'allait mal. Si vous pouvez vous permettre le luxe, vous pouvez vous permettre votre propre hypothèque. Les virements s'arrêtent maintenant. Joyeux Noël. Je l'ai imprimé, j'ai signé mon nom et je l'ai placé sur le dessus des relevés bancaires. Puis je me suis assise en arrière, regardant la pile comme si elle était vivante, peut-être était-ce le poids physique de chaque compromis que j'avais fait. Quand Noël est arrivé, je leur ai dit que je viendrais comme d'habitude. Maman avait l'air ravie. Oh bien. Nous allons faire les choses en grand cette année. Lydia a prévu quelque chose de spécial. Bien sûr, elle l'a fait, ai-je murmuré à voix basse. Je suis arrivé le soir de Noël, la maison scintillant comme une couverture de catalogue. Chaque fenêtre était ornée de lumière, l'arbre dominant le salon avec des ornements en or et en argent. L'odeur de pain et de cannelle remplissait l'air, mais au lieu de chaleur, elle me donnait une sensation de claustrophobie. Tout était trop parfait, trop mis en scène. Clara. Maman s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, portant une robe rouge foncé qui avait l'air toute neuve. Papa a suivi, un verre de whisky à la main. Notre fille est à la maison. Lydia est apparue dans les escaliers, ses cheveux parfaitement coiffés, son pyjama en soie. Enfin, a-t-elle dit, à moitié en riant, tu arrives juste à temps pour la surprise. Quelle surprise, ai-je demandé, bien que je sentais déjà la réponse se former dans mon ventre. Elle a souri. Tu verras. Nous avons passé la soirée à faire semblant. J'ai aidé dans la cuisine, j'ai emballé des cadeaux de dernière minute et j'ai écouté leur conversation sur les affaires florissantes. Encore une fois, papa s'est vanté de nouveaux clients. Maman a dit qu'ils étaient enfin stables, et Lydia a fait défiler son téléphone, fredonnant des chants de Noël. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit d'enfance, fixant le plafond. Ma valise était ouverte sur le sol, à moitié préparée pour le voyage de retour. L'enveloppe avec les relevés bancaires reposait sur ma table de chevet. J'en ai tracé le bord avec mon doigt et j'ai pensé aux années que j'avais passées à croire que cette famille pouvait être réparée si je donnais juste assez. À l'aube, je me suis réveillé au son des rires en bas. Je suis restée silencieuse pendant un moment, à écouter. Prêt, papa, a crié Lydia. Maintenant, a crié la voix de papa.
Je suis descendu des escaliers juste à temps pour le voir brandir un trousseau de clés, brillant sous les lumières de Noël. Pour notre petite fille, a-t-il dit, les jetant à Lydia, un petit quelque chose pour célébrer tout ton travail acharné. Lydia a haleté, les larmes remplissant ses yeux. C'est pas vrai. Vous n'avez pas fait ça. Viens voir par toi-même, a dit maman en riant alors qu'il la conduisait au garage. Par la fenêtre, j'ai regardé Lydia ouvrir la porte et se figer. Garée dans l'allée, il y avait une Rolls-Royce argentée, brillant sous le soleil du matin, un énorme nœud rouge tendu sur le capot. Elle a crié, le son fendant le silence comme du verre. Papa a ri. Joyeux Noël, ma chérie. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, la voiture reflétant la lumière comme un miroir, et dans ce reflet, je me suis vu moi-même, petite, fatiguée, oubliée. Maman s'est tournée vers moi, souriant brillamment. Ne sois pas si choqué. Nous avons économisé pour ça, pendant des mois. Économisé, ai-je dit doucement. Papa a acquiescé. Les affaires ont été bonnes, ma chérie. La meilleure année que nous ayons eue depuis avant la pandémie. La meilleure année, ai-je répété, ma gorge se serrant. Et vous prenez toujours mon argent tous les mois. Leurs sourires ont faibli. Maman a cligné des yeux, incertaine de la façon de répondre. J'ai avalé difficilement, forçant le calme à revenir dans ma voix. Je suis heureuse pour vous, vraiment. Lydia était déjà assise sur le siège du conducteur, criant, oh mon Dieu, elle a même du cuir personnalisé. C'est dingue. Je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur, mes mains tremblant. J'ai trouvé mon manteau, je l'ai enfilé et je me suis dirigé vers la cuisine. La cafetière était sur le comptoir, la même que je leur avais achetée il y a 2 Noëls quand ils ont dit que la leur était cassée. Elle brillait d'une propreté immaculée, comme si elle n'avait jamais été utilisée. J'ai placé l'enveloppe à côté, juste à côté de la machine dont ils n'avaient pas besoin. Quand je suis revenu au salon, ils étaient toujours dehors, riant, prenant des photos. Lydia a embrassé papa sur la joue. Maman a essuyé ses larmes. Je me suis tenu près de l'arbre, à regarder la montagne de cadeaux empilés en dessous. Mon nom n'apparaissait que sur 2. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Les rires à l'extérieur se sont lentement éteints quand ils sont revenus à l'intérieur, les joues rouges, les yeux brillants. Ton tour, Clara, a dit maman gaiement, me tendant une petite boîte enveloppée dans du papier scintillant. À l'intérieur, il y avait une paire de chaussettes blanches, bon marché, fines, l'étiquette de prix étant encore attachée, $2,99. Sois reconnaissante, a dit maman en souriant. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est complètement immobilisé. Merci, ai-je dit doucement, elles sont parfaites. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un tourbillon de sons et de mouvements. Lydia a posé près de sa voiture pour des photos. Maman et papa ont rayonné comme une fière royauté, et j'ai souri au bon moment, j'ai dit les bons mots, j'ai joué le rôle de la bonne fille une dernière fois. Ce soir-là, longtemps après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai refait ma valise. La maison était silencieuse, sauf pour le faible bourdonnement du radiateur. Je suis descendu et j'ai regardé autour du salon une dernière fois, l'arbre brillant doucement, les ornements reflétant la lumière, la voiture argentée visible à travers la fenêtre. J'ai ramassé les chaussettes, je les ai pliées soigneusement et je les ai glissées dans mon sac. Puis je me suis tourné vers la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil à l'enveloppe, ma lettre, ma preuve, mon au revoir. J'ai chuchoté à la pièce vide, joyeux Noël. À 2 heures du matin, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis sorti dans le froid. L'air mordait mes joues alors que je traînais ma valise dans l'allée. La Rolls-Royce brillait sous la lumière du Porsche, sa surface argentée capturant le faible reflet des étoiles. Je me suis arrêté à côté, regardant mon propre reflet déformé dans le métal poli. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Puis j'ai souri, un petit sourire fatigué. Pour une fois, ai-je chuchoté, je ne suis pas celle qui paie. Puis je me suis retourné, je suis monté dans ma vieille Honda Civic et j'ai roulé dans la neige, laissant derrière moi la famille qui avait pris ma gentillesse pour une monnaie d'échange. Au moment où le soleil s'est levé, j'étais à des kilomètres. Le téléphone sur le siège à côté de moi a vibré avec des appels manqués, des notifications, des messages vocaux. Je n'ai pas décroché. Je n'avais pas besoin de le faire parce que je savais déjà ce qui allait se passer ensuite. Quand il se réveillerait, il trouverait l'enveloppe sur le comptoir. Il l'ouvrirait et, pour la première fois depuis des années, il verrait la vérité, pas la version qu'il se racontait,
mais celle que je vivais. Et cette fois, je ne serai pas là pour expliquer. Au moment où le soleil s'est levé sur l'autoroute vide, je ne ressentais plus de colère, juste un étrange calme léger, ignorant que le lendemain matin, ce calme serait brisé par le son de leurs appels désespérés. Le premier message vocal est arrivé avant le lever du soleil. Je me suis réveillé au faible bourdonnement de mon téléphone vibrant sur la table de chevet, sa lueur coupant à travers l'obscurité. Pendant un moment, j'ai oublié quel jour on était, où j'étais, pourquoi je me sentais si légère. Puis le souvenir de la nuit dernière m'a frappé, la neige, la route tranquille, la maison s'estompant dans mon rétroviseur, l'enveloppe sur le comptoir. J'ai souri dans le silence. Le téléphone a vibré à nouveau. Maman, disait l'écran. J'ai laissé sonner. À midi, il y avait 7 appels manqués. Le soir, il y en avait 23. J'ai tourné le téléphone face contre terre et j'ai préparé du café, fredonnant doucement pour noyer le bourdonnement. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Quand j'ai finalement vérifié mes messages, le premier message vocal était celui de maman, sa voix tremblante mais polie. Ma chérie, nous avons trouvé ta note. Nous sommes juste tellement confus. Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît? Le deuxième était celui de papa, plus calme, lapidaire. Clara s'est déplacée. Nous pouvons parler comme des adultes, mais ce comportement, cet acte de disparition, ce n'est pas juste. Le troisième était celui de Lydia, sa voix craquant entre incrédulité et fureur. C'est quoi ce bordel, Clara? Tu as tout gâché. Est-ce que tu réalises même ce que tu as fait à maman et papa? Tu es jalouse, avoue-le. J'ai écouté le reste, un par un, jusqu'à ce que les messages vocaux se fondent les uns dans les autres, un collage de culpabilité, de confusion et d'accusation. Le soir de Noël, j'ai complètement éteint mon téléphone. Les jours qui ont suivi se sont déroulés dans un étrange rythme paisible. Je suis allé faire de longues promenades dans la neige, j'ai acheté des provisions sans calculer chaque dollar, j'ai même mangé au restaurant dans un petit endroit italien près de mon appartement. Le serveur a souri en versant mon vin. On célèbre quelque chose? J'ai ri doucement. Ouais. La liberté. Mais le silence a une façon de raisonner. De temps en temps, je me réveillais au milieu de la nuit et je pensais à eux, la maison, les rires, la voiture argentée assise dans l'allée. J'imaginais le visage de maman quand elle lisait ma lettre, l'expression de papa se durcissant, l'indignation de Lydia. Ce n'était pas la vengeance qui me tenait éveillé, c'était la douleur de réaliser que je n'avais jamais été vu. Le troisième jour après Noël, j'ai rallumé mon téléphone, 37 appels manqués, des douzaines de messages non lus. Le plus récent était un texto de papa, cette crise de colère doit cesser. Un autre de maman, nous sommes embarrassés, Clara. Les voisins posent des questions. Le message de Lydia est arrivé en dernier, tu as détruit cette famille. J'espère que tu es heureuse. Je les ai tous supprimés. Le week-end suivant, j'ai décidé d'acheter une voiture, une vraie cette fois-ci. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose de fiable, quelque chose qui ne vibrait pas à chaque fois que j'atteignais un feu rouge. Je suis entré chez le concessionnaire avec de l'argent sur mon compte, sans culpabilité attachée, sans voix silencieuse me rappelant les factures de quelqu'un d'autre. Quand le vendeur m'a remis les clés d'un SUV bleu foncé, j'ai failli pleurer. En rentrant chez moi, j'ai baissé les vitres, même si l'air était glacial. Le vent a frappé mon visage, vif et vivant. Pour la première fois depuis des années, la route devant moi avait l'impression de m'appartenir. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi s'est adouci. J'ai appuyé sur accepter. Clara, a-t-elle soufflé, le soulagement inondant sa voix. Oh Dieu merci, tu vas bien. Je vais bien, ai-je dit d'un ton égal. Nous ne comprenons pas. Nous avons trouvé les papiers, les virements, la lettre. Tu n'avais pas à faire ça. N'est-ce pas, ai-je dit doucement. Elle est restée silencieuse pendant un instant. Ton père est furieux. Il dit que nous pourrions perdre la maison maintenant. J'ai fermé les yeux. Maman, vous étiez censée reprendre les paiements il y a 3 ans. Vous aviez un restaurant, Lydia avait des parrainages. Vous aviez de l'argent pour les rénovations, les voyages et les voitures de luxe. Comment vous attendiez-vous à ce que je continue à faire semblant que vous étiez en difficulté? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit rapidement. Nous voulions juste donner quelque chose de spécial à Lydia.
Elle a traversé une période difficile. Maman, ai-je interrompu, vous lui avez donné une Rolls-Royce. Silence. Puis, doucement, tu as toujours été si responsable, Clara. Nous avons juste pensé que tu pouvais gérer ça mieux qu'elle. Ce n'est pas de l'amour, ai-je dit. C'est de la commodité. Sa voix a tremblé. Tu vas le regretter un jour. Je l'ai déjà fait, ai-je dit et j'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit à regarder le plafond. La colère s'était vidée de moi, remplacée par quelque chose de plus froid, de la clarté. Ils ne comprendraient jamais. Pour eux, mon silence était de la cruauté, pour moi, c'était de la survie. Une semaine s'est écoulée. Les appels ont ralenti, puis se sont arrêtés. J'ai bloqué leurs numéros, un par un. Mon appartement s'est rempli de silence, et pour une fois, le silence ne me faisait pas me sentir seul. Je l'avais mérité. Un matin, Rachel est venue prendre un café. Elle a regardé autour de mon appartement, les yeux s'écarquillant. Tu as redécoré. J'ai souri. C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on ne finance pas le style de vie de quelqu'un d'autre. Elle a ri, mais son regard s'est adouci. Est-ce qu'il te manque? Tous les jours, ai-je dit honnêtement, mais ce qui me manque le moins, c'est la personne que je devais être pour les rendre heureux. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon journal pour la première fois depuis des mois et j'ai commencé à écrire, non pas sur la colère, l'argent ou la trahison, mais sur la redécouverte. J'ai écrit sur les matins paisibles, l'odeur du café frais, la façon dont le soleil frappait ma fenêtre. J'ai écrit sur l'apprentissage de l'existence sans permission. Quand j'ai terminé, j'ai lu la dernière ligne à haute voix, j'avais l'habitude de confondre obéissance et amour. Maintenant, je sais que l'amour ne vous demande pas de disparaître. Quelques jours plus tard, la culpabilité a commencé à s'estomper. Elle n'avait pas complètement disparu, juste plus petite, comme une ecchymose qui ne fait plus mal quand on appuie dessus. J'ai fait du yoga, j'ai cuisiné de vrais repas, j'ai appelé de vieux amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un soir, je suis passé devant une boutique et je me suis arrêté à la fenêtre. À l'intérieur, un mannequin portait un manteau gris doux, simple et élégant. Je suis entré et je l'ai acheté sans hésitation. À la caisse, la caissière a souri. C'est l'un de nos meilleurs vendeurs. Il vous va bien. Il était temps que quelque chose le fasse, ai-je dit. Ce soir-là, alors que j'accrochais le manteau dans mon placard, mon téléphone a vibré à nouveau, un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Clara. La voix était tremblante, familière. Lydia. Que veux-tu? Elle a reniflé. Il pète les plombs. Clara. Maman pleure tout le temps. Papa crie. Tout le monde parle de toi, disant que tu t'es enfui, que tu es égoïste. Je ne suis pas surprise. Tu aurais pu simplement leur parler. Je l'ai fait. J'ai dit pendant 3 ans. Elle s'est tue. Ils n'arrivent vraiment plus à payer l'hypothèque maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? J'ai expiré. Se débrouiller. C'est froid. Non, ai-je dit, c'est l'âge adulte. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le silence pesant de nouveau. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle, de tous. Puis je me suis souvenu des rires dans le garage, de la voiture argentée brillante, des chaussettes à $2. La pitié s'est évanouie. Le lendemain matin, j'ai conduit ma nouvelle voiture jusqu'à la côte. L'océan était gris, agité, vivant. J'ai marché le long de la plage jusqu'à ce que mes chaussures se remplissent de sable et que le vent emmêle mes cheveux. Les vagues se brisaient sans cesse, implacables mais purificatrices. J'ai fermé les yeux et laissé l'air salin me piquer le visage. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie petite. Au moment où je suis rentré chez moi en voiture, le soleil se couchait derrière les nuages, peignant l'eau en or. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet, silencieux pour une fois, ne portant le poids de personne d'autre. Quand je me suis garé devant mon appartement, j'ai coupé le moteur et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Tu as fait ce qu'il fallait, ai-je murmuré. Tu t'es sauvé. Ce n'était pas un triomphe que je ressentais, c'était la paix, le genre de paix tranquille qui vient après s'être choisi, même quand ça fait mal. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, j'ai posé mon téléphone face contre la table de chevet et j'ai souri. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas une punition, c'était la liberté.
Je pensais que leur silence signifiait que c'était enfin fini, mais à l'approche du matin de Noël, j'ai réalisé que le véritable règlement de compte n'avait même pas commencé. Ils les attendaient sous le sapin. Le matin de Noël étincelait comme un mensonge habillé de guirlandes. Je n'étais pas là pour le voir, mais je pouvais imaginer chaque détail, la lueur dorée du salon, les cris de Lydia rebondissant sur les murs, la caméra tournant pendant que maman filmait son moment familial parfait. Dehors, la Rolls-Royce argentée scintillait sous une couche de neige, le nœud rouge géant s'étendant sur son capot comme une couronne. À l'intérieur, sous le sapin, se trouvait une petite enveloppe avec mon nom dessus. C'était le cadeau que je leur avais laissé, celui qui ferait mourir chaque rire dans leur gorge. D'après ce que j'ai entendu plus tard, ça a commencé magnifiquement. Papa a versé du champagne, maman portait ses plus beaux bijoux, et Lydia tournait sur elle-même en pyjama, serrant son téléphone alors qu'elle diffusait en direct la grande révélation. « Joyeux Noël à tous », avait-elle dit à la caméra. Je n'arrive pas à croire ce que mes parents incroyables m'ont offert. Papa a souri, tenant les clés. « Vas-y, ma chérie, jette un coup d'œil. » Lydia a crié en voyant la voiture, sa voix perçant l'air matinal. « Oh mon Dieu, tu es sérieux? Une Rolls-Royce ?» Elle s'est couvert la bouche, faisant semblant de pleurer, tandis que ses followers inondaient les commentaires d'émojis de cœur et d'incrédulité. Maman s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. « Tu le mérites, ma chérie. Tu as tellement travaillé cette année. Travaillé dur. » Cette phrase a tourné dans ma tête comme un vieux disque rayé. Le travail de Lydia consistait à poster des selfies et à déballer des produits gratuits, tandis que je travaillais 60 heures par semaine pour empêcher la saisie de la maison de mes parents. Papa a tapé dans ses mains. Très bien, tout le monde, il est temps pour le reste des cadeaux. Ils se sont rassemblés autour du sapin, des rires déchirant le papier. La montagne de cadeaux de Lydia s'empilait comme des trophées. Maman a déballé un sac à main de marque, papa a reçu un nouveau club de golf. La maison devait ressembler à un catalogue, chaque coin brillant de preuves d'abondance. Puis maman a remarqué l'enveloppe. « Oh regarde », a-t-elle dit, en la ramassant sous les branches, « c'est de Clara. » Lydia a levé les yeux au ciel. « Laissez-moi deviner, une citation de motivation encadrée. » Maman a ri. « Maintenant, voyons ce que c'est. » Elle a déchiré l'enveloppe, souriant jusqu'à ce que les papiers tombent, une épaisse pile de relevés bancaires imprimés, soigneusement attachés ensemble, chaque page soulignée en jaune. Sur le dessus, de mon écriture, une note, « Si vous pouvez vous permettre une Rolls-Royce, vous pouvez vous permettre votre propre hypothèque. » Les virements s'arrêtent maintenant. Joyeux Noël. Le silence qui a suivi n'était pas paisible, c'était le genre de silence qui rend l'air trop lourd pour respirer. Papa a cligné des yeux, confus, son sourire vacillant. « C'est quoi ce bordel ?» Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. « Elle exagère », a-t-elle dit rapidement, en feuilletant les pages. « Ce ne sont pas tous les mois. » Lydia a interrompu, arrachant les papiers. Sa voix tremblait alors qu'elle parcourait les chiffres. Elle a payé l'hypothèque pendant 3 ans. Papa a attrapé la pile dans ses mains, la feuilletant. 1200 $ chaque mois. Sa voix est devenue plus forte. Tu m'as dit qu'elle voulait t'aider. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Elle l'a fait, a-t-elle balbutié, au début elle a insisté, j'ai insisté pendant 6 mois. Elle a peut-être entendu ma voix résonner dans sa tête, pas 3 ans. Le visage de Lydia s'est tordu. Alors quoi? Tu as pris son argent tout en m'achetant une voiture? Ne commence pas, a rétorqué papa. Ce n'est pas à propos de toi. Oh, c'est définitivement à propos de moi, a crié Lydia. Tu m'as fait passer pour une idiote devant la caméra. Tout le monde pense qu'on est riche. Maman a claqué les papiers sur la table basse. Elle n'avait pas à nous humilier comme ça. Papa a passé une main dans ses cheveux. On doit appeler la banque. Si elle a vraiment arrêté les paiements. Elle l'a fait, a dit maman faiblement, en pointant la dernière ligne de la lettre. Les mots flottaient dans l'air, définitifs et nets. Quelque part dehors, la Rolls-Royce était assise, brillante, son nœud captant la lumière hivernale. La diffusion en direct de Lydia, toujours en cours, avait capturé suffisamment de chaos pour fuiter en ligne avant qu'elle ne s'en rende compte. Les commentaires affluaient. Attendez, n'est-ce pas sa sœur qui a payé leur facture? Cette famille est fausse à mort. Le karma est en avance cette année. En 1 heure, la vidéo avait été enregistrée,
republiés et disséqués par des inconnus. À l'intérieur, la maison a explosé. Papa a claqué les papiers sur le comptoir. C'est ridicule. Elle nous manipule. La voix de maman s'est brisée. On était censé arranger les choses avant qu'elle ne le découvre. Arranger les choses, a crié Lydia. Tu m'as acheté une Rolls-Royce. C'était l'idée de ton père, a hurlé maman. Papa s'est retourné contre elle. Tu as accepté. Tu as dit que Clara ne le saurait jamais. Elle n'était pas censée le découvrir, mais elle l'avait fait. Et leur voix, ces tons familiers et superposés d'amour devenus toxiques, résonnaient sur les murs que j'avais payés. De la rue, un voisin a enregistré la scène à travers sa fenêtre, la téléchargeant plus tard avec la légende drame de Noël chez les voisins. On dirait que l'argent n'achète pas la paix. Elle est devenue virale du jour au lendemain. Les pages de médias sociaux de maman et papa se sont remplies de commentaires en colère. Lydia a perdu des parrainages. Les avis Google du restaurant ont chuté. Même leurs amis ont cessé de répondre aux appels. L'image de la famille parfaite s'est brisée en moins de 24 heures. Pendant ce temps, j'étais à des centaines de kilomètres, assise dans un café tranquille, sirotant un café et regardant la neige tomber derrière la fenêtre. La télévision dans le coin diffusait un reportage local sur un Noël familial qui a mal tourné. Ils n'ont pas dit non, mais ils n'avaient pas à le faire. J'ai souri faiblement et me suis murmuré, le cadeau n'était pas l'argent, c'était la vérité. De retour à la maison, le silence après la tempête était pire que les cris. Maman était assise sur le canapé, le visage pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré. La pile de relevés était éparpillée sur le sol, certaines pages froissées, d'autres déchirées. Papa se tenait près de la fenêtre, regardant la voiture qu'il détestait maintenant. Lydia faisait défiler son téléphone, lisant les commentaires haineux. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé. « On est une blague maintenant, une blague virale. » La voix de maman était à peine audible. Elle ne voulait pas nous ruiner. La mâchoire de papa s'est serrée. « Vraiment ?» Il a ramassé une des pages, l'encre tachée par les larmes ou le café renversé. Le total lui a renvoyé un regard comme un verdict, 52 800 $. Pour la première fois, il avait l'air petit, comme un homme qui avait passé des années à se convaincre que le mensonge était de l'amour. À la tombée de la nuit, la maison était silencieuse. Les lumières du sapin clignotaient faiblement. Dehors, la neige tombait en gros flocons mouillés, recouvrant les traces de pneus de la voiture que Lydia avait conduite plus tôt. Personne ne parlait. Et à des kilomètres de là, dans mon petit appartement, j'étais assise près de la fenêtre à regarder la même neige tomber. Le monde semblait propre, calme, intact par la culpabilité. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais même plus en colère, juste calme. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il était plein de quelque chose de nouveau, la liberté, peut-être, ou le faible son de ma propre vie qui me revenait. Ils rappelleraient, bien sûr. Ils essaieraient de tordre l'histoire, de faire de moi la méchante. Mais cela n'avait pas d'importance, car pour la première fois depuis des années, l'histoire était la mienne. Alors que les lumières de la ville se brouillaient à travers la neige, j'ai murmuré, « Joyeux Noël », pas à eux, mais à moi-même, à la femme qui avait enfin cessé de payer pour le bonheur des autres. Quelque part dans cette grande maison scintillante, pleine de silence et de honte, ils apprenaient enfin ce que cela signifiait de vivre sans moi. Et pour une fois, c'était le meilleur cadeau que je pouvais leur faire. Au moment où le chaos s'est dissipé et que leur monde parfait a commencé à s'effondrer, j'étais déjà à des kilomètres, prête à laisser le silence parler plus fort que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais le faire. La première semaine après Noël a été comme se tenir au centre d'une tempête, étrangement calme, mais vous saviez que la destruction circulait toujours quelque part là-bas. J'ai complètement éteint mon téléphone et j'ai laissé le monde exister sans moi. Pour une fois, je ne me suis pas senti responsable de la réparation de quoi que ce soit. J'ai préparé du café le matin sans culpabilité, j'ai fait de longues promenades dans les rues givrées et je suis rentré chez moi dans un silence qui ne m'étouffait pas, mais qui me procurait la paix. J'ai appris que la paix vient avec des échos. Dès le deuxième jour, les appels manqués avaient grimpé à plus de 30. Lorsque j'ai finalement rallumé mon téléphone, ma boîte de réception était un champ de bataille, des messages vocaux superposés d'excuses, de colère et de panique. Le premier message de maman est arrivé doucement, comme une femme essayant de paraître calme dans une maison en feu. « Chérie, on a trouvé ta note. On ne comprend pas ce que tu voulais dire, mais on t'aime. S'il te plaît, appelle.
Puis sa voix s'est durcie dans le message suivant. C'est embarrassant, Clara. On ne lave pas notre linge sale en public comme ça. Tu nous donnes une mauvaise image. Au 5e message vocal, elle pleurait. Ton père n'arrive pas à manger. Lydia n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, chérie, on peut arranger ça. On a juste besoin de parler. Les messages de papa étaient plus courts, plus froids. Ce comportement est immature. Tu es théâtral. On t'a élevé mieux que ça. Et ceux de Lydia, c'était du pur venin. Tu es jalouse. Tu as ruiné ma carrière. J'espère que tu es heureuse d'avoir détruit notre famille. J'ai supprimé chaque message. Puis j'ai bloqué leur numéro. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à un petit café près de mon appartement. Il était à moitié vide, l'odeur de pâtisserie fraîche emplissait l'air. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai commandé un cappuccino et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter mes emails professionnels. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à calculer ce qui restait après un virement. Mon argent était à moi. À mi-chemin de ma boisson, j'ai ouvert un onglet que j'évitais, les nouvelles locales. C'était là, titre après titre. Une famille de Portland confrontée à un scandale financier après une vidéo de Noël virale. L'influenceuse Lydia Jennings perd d'importants contrats de parrainage. Harold Estable ferme temporairement suite à une réaction négative du public. L'article citait une source anonyme affirmant qu'un membre de la famille avait dénoncé des années de mauvaise gestion financière cachée. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pris une autre gorgée de café lente. Mes mains ne tremblaient pas. Dans la soirée, Rachel s'est arrêtée. Elle n'a même pas frappé, elle s'est juste laissée entrer. Tu es partout sur Internet, a-t-elle dit, en jetant son manteau sur la chaise. J'ai vu la vidéo, Clara. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, ai-je dit, souriant faiblement. J'ai juste arrêté de tout faire. Rachel a expiré, s'enfonçant dans la chaise en face de moi. Ils sont dans un état lamentable. Lydia a posté une vidéo d'excuses à moitié sincère avant de supprimer son compte. Les gens appellent ça le scandale de Noël de la Rolls-Royce au point. J'ai failli rire. Bien sûr, ils le font. Alors, c'est quoi la suite, a-t-elle demandé. Maintenant, ai-je dit, je vis. Pour la première fois depuis des années. J'ai commencé à construire une routine qui ne tournait pas autour de la survie. Je me suis inscrite à un cours de yoga, je me suis abonné à un service de livraison de repas et j'ai acheté une plante dont je n'étais pas sûr de pouvoir garder en vie. J'ai même fait des folies avec une nouvelle cafetière, élégante et argentée, le genre que je voyais dans les catalogues et je pensais, un jour. Ce jour est arrivé. Mais la paix a une étrange façon de vous tester. Un soir, environ une semaine après que l'histoire ait éclaté, un email est apparu dans ma boîte de réception, objet, on doit parler. Il venait de maman. Je l'ai regardé pendant une minute complète avant de l'ouvrir. Clara, je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais s'il te plaît, comprends, ton père ne va pas bien. Il n'a pas dormi, et le stress aggrave sa santé. On a de nouveau des problèmes avec l'hypothèque. S'il te plaît, appelle. On a besoin de toi. Pendant un instant, j'ai failli le faire. Les vieux instincts se sont déclenchés, le besoin de réparer, de protéger, de sauver. Mais ensuite, j'ai regardé autour de mon appartement. Tout ici, de la lampe à la chaise sur laquelle j'étais assise, existait parce que je m'étais enfin choisi. J'ai fermé l'email et je l'ai supprimé. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste, pas un email, pas un texto, une lettre physique, mon nom écrit dans l'écriture cursive de maman. À l'intérieur, ces mots étaient tremblants, tachés, comme si elle les avait écrits à travers ses larmes. Clara, ton père a eu une frayeur hier soir, son cœur, ils ont dit. Il est stable maintenant, mais on est terrifié. Le restaurant est fermé pour de bon, et la banque menace de saisie. On ne sait pas quoi faire. S'il te plaît, appelle juste, s'il te plaît. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur le comptoir. Ma gorge me brûlait, mais je n'ai pas pleuré, car au fond de moi, je savais que c'était là que leur choix les avait menés. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, à regarder le plafond, à repenser à des années de moments que je pensais être de l'amour, les compliments, les voyages de culpabilité, les petites manipulations qui se terminaient toujours par « tu es une telle bénédiction ». J'ai pensé au toast de papa,
celui qu'il faisait toujours lors des dîners de famille, à la famille, le meilleur investissement que vous ferez jamais. C'était peut-être ça le problème, j'avais cessé d'être une fille et j'étais devenu un retour sur investissement. Le lendemain matin, je me suis assise sur mon balcon à regarder la ville se réveiller. L'air était vif, le soleil tranchant à travers les nuages gris. J'ai pris une profonde inspiration, et pour la première fois, la culpabilité ne m'a pas écrasé, elle s'est juste assise à côté de moi tranquillement, plus petite maintenant, gérable. J'ai murmuré dans l'air froid, ils ont fait leur choix, moi aussi. 3 semaines se sont écoulées sans autre message. Je pensais peut-être qu'ils l'avaient enfin accepté, que c'était la nouvelle réalité. Mais ensuite, Rachel a appelé un soir, sa voix basse. Tu devrais voir ça, a-t-elle dit. Elle m'a envoyé un lien. C'était une vidéo postée par l'une des anciennes amies influenceuses de Lydia. La légende disait, la vérité derrière l'effondrement de la famille Jennings. Le clip montrait Lydia assise dans son appartement, sans maquillage, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle nous a abandonnés, a dit Lydia, la voix tremblante. Ma sœur elle est juste partie au milieu de la nuit et a tout détruit. Mes parents sont en train de perdre leur maison. Mon père est malade, tout ça parce qu'elle voulait de l'attention. J'ai fermé la vidéo à mi-chemin. La voix de Rachel est passée par le téléphone. Clara, ne te laisse pas atteindre. Tout le monde peut voir qu'elle déforme l'histoire. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Je sais, mais ça fait quand même mal. Je sais, a-t-elle dit doucement, mais tu as fait ce qu'il fallait. Après avoir raccroché, je me suis assise de nouveau dans le calme, à regarder les lumières de la ville derrière ma fenêtre. Quelque part là-bas, ma famille était en train de se défaire, et pour la première fois, je ne faisais pas partie du désordre. Cette réalisation n'a pas apporté de joie, elle a apporté la paix, le genre qui ne vient pas de la victoire, mais du fait de s'éloigner enfin. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé du café et j'ai regardé le ciel hivernal pâle. La neige avait recommencé à tomber, doucement et lentement. Je me suis murmuré, voilà ce que c'est, la liberté. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant de l'ouvrir. On a perdu la maison. Il venait de Lydia. J'ai posé le téléphone, j'ai fermé les yeux et j'ai expiré. J'ai pensé à l'appeler, à lui demander où ils allaient, si papa allait bien, mais ensuite je me suis souvenu des rires, de la Rolls-Royce, des mots aux soies reconnaissantes. Alors au lieu de ça, j'ai murmuré à la pièce vide, je le suis. Et ce matin-là, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable d'avoir choisi la paix plutôt que la famille. Je me suis juste senti entière. Je pensais que le pire était passé une fois qu'ils avaient perdu la maison, mais le karma n'avait pas encore fini. Il ne faisait que commencer à collecter ce qui était vraiment dû. Avant, je pensais que le karma arriverait doucement, comme la justice livrée sur la pointe des pieds, mais quand il est finalement venu pour ma famille, c'était bruyant, désordonné, humain et impossible à ignorer. Le premier appel est venu de Lydia. Sa voix était plate, dépouillée de toute la fausse douceur à laquelle j'étais habitué. Ils ont fermé le restaurant, a-t-elle dit. Le propriétaire a changé les serrures ce matin. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Maman craque, a-t-elle continué. Papa essaie de parler à la banque, mais ils ne répondent pas. Tout s'écroule. J'ai fermé les yeux. Tu veux dire tout ce qu'ils ont construit avec mon argent? Ne fais pas ça, a-t-elle rétorqué. Ce n'est pas le moment d'être cruel. Ce n'est pas de la cruauté, Lydia, c'est la vérité. Elle a expiré bruyamment. Tu es incroyable. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je dit doucement. Je pense que c'est inévitable. Elle a raccroché. Quelques heures plus tard, j'ai vu le titre. Harold est stable ferme après un différend financier. Il y avait une photo de papa debout devant le restaurant, ayant l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Maman était à côté de lui, les bras croisés serrés, comme si elle essayait de se tenir ensemble. L'article mentionnait des mois de loyer impayés et une perte de confiance des investisseurs. Ils avaient appelé ça indifférent, j'appelais ça la fin d'un mensonge. La nouvelle s'est répandue rapidement. Le nom de Lydia a refait surface dans tous les fils de potins, la famille d'influenceurs fait face à un scandale après une vidéo de Noël virale. Ses parrainages ont disparu un par un. Les sections de commentaires se sont remplies de moqueries et de pitié. Je ne les ai pas toutes lues, mais les quelques que j'ai vues étaient brutales. Sa sœur n'a-t-elle pas payé leurs factures?
On dirait que Karma conduit aussi une Rolls-Royce. Je pensais que peut-être la honte les arrêterait. Ce n'est pas arrivé. 2 nuits plus tard, maman a laissé un message vocal. Chérie, s'il te plaît, appelle-moi. La tension artérielle de ton père est élevée. Il ne dort pas. On ne peut pas perdre la maison, s'il te plaît. Je me suis assise sur le canapé, le téléphone à la main, à écouter ces mots se dissoudre en larmes. Pendant une brève et douloureuse seconde, la culpabilité est remontée comme un vieux réflexe. Mais je me suis alors souvenu que je vivais avec cette même oppression dans la poitrine depuis 3 ans, chaque fois que je vérifiais le solde de mon compte, chaque fois que je choisissais des ramen plutôt que des provisions, chaque fois qu'il me disait que j'étais la responsable. Je n'ai pas rappelé. Le lendemain, un autre message est arrivé, cette fois de papa. Tu as fait valoir ton point de vue, a-t-il dit froidement, mais tu nous as embarrassés. Nous ne pouvons même plus montrer nos visages à l'église. C'est ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'était de l'honnêteté. Ce que je voulais, c'était du respect. Mais il ne comprendrait jamais ça. Pour lui, c'était une trahison. Pour moi, c'était la liberté. La semaine suivante, Rachel est venue avec des plats à emporter. Elle a posé la nourriture sur la table et m'a regardé attentivement. Ils sont de nouveau partout dans les médias, a-t-elle dit doucement. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. Ce n'est pas leur cas. Est-ce que ça te fait te sentir mieux? J'y ai pensé pendant longtemps. Non, juste plus légère. 3 jours plus tard, Lydia a de nouveau appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Papa est à l'hôpital, a-t-elle dit, sa voix tremblant. J'ai figé. Quoi? Stress, ils ont dit. C'était une crise cardiaque légère. Il va bien, mais maman est terrifiée. J'ai fermé les yeux un instant. La colère a fondu, remplacée par quelque chose de brut et de lourd. Quoi qu'il ait fait d'autre, il restait mon père. Où est-il, ai-je demandé. Elle me l'a dit. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Le bâtiment se dressait gris et froid contre le ciel d'hiver. J'ai failli faire demi-tour 2 fois avant de me forcer à passer les portes coulissantes. Maman était dans la salle d'attente, son maquillage baveux, ses cheveux en désordre. Quand elle m'a vu, elle s'est complètement effondrée. Oh, Dieu merci, a-t-elle sangloté, me saisissant les mains. Il n'arrête pas de te demander. Je l'ai suivi dans le couloir jusqu'à sa chambre. Le bruit des machines remplissait le silence. Papa était pâle et immobile, l'ombre de l'homme qui remplissait autrefois chaque pièce de sa présence. Ses yeux se sont ouverts quand il m'a entendu. Clara, a-t-il murmuré. Je me suis approché, ne sachant pas quoi dire. Tu es là, a-t-il murmuré. Après tout. Je ne suis pas venu pour me battre, ai-je dit. Il a esquissé un faible sourire. Bien. Je suis trop fatigué pour me battre. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, un silence qui semblait être des années qui s'effondrent en quelques minutes. Finalement, il a repris la parole. Nous avons perdu le restaurant, je sais. Il fixait le plafond. Et la maison. Nous pourrions perdre ça aussi. Je n'ai pas répondu. Il a tourné légèrement la tête vers moi. Je n'avais pas réalisé ce que nous te faisions. Si, tu le savais, ai-je dit doucement. Tu ne voulais juste pas le voir. Il n'a pas contesté. Ses yeux se sont fermés, et pendant un moment, il a eu l'air paisible, comme un homme qui avait enfin cessé de faire semblant. Quand je suis sorti dans le couloir, maman attendait. Il a peur, a-t-elle dit, essuyant ses yeux. Nous avons tous peur, je sais. Tu ne peux pas juste aider cette fois, maman? Ce n'était jamais juste une fois. Elle a secoué la tête. Nous sommes une famille, Clara. La famille aide. J'ai croisé son regard. La famille n'utilise pas. Sa lèvre a tremblé, et elle s'est détournée. Ce soir-là, je me suis assise sur le parking de l'hôpital, le moteur en marche, à regarder la neige tomber. Ma respiration a embué le pare-brise alors que je chuchotais à personne, ils ont construit ça, pas moi. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital. Papa était stable. Maman n'a pas répondu à mon texto. Lydia a publié une story énigmatique en ligne, quelque chose à propos de trahison et de pardon. J'ai ignoré. Quelques jours plus tard, un autre message est arrivé,
cette fois la voix de maman. Ce n'était pas une supplique, c'était une défaite. La banque nous a donné 30 jours pour payer ce qui est dû, a-t-elle dit. Sinon, ils prendront la maison. Nous ne savons pas quoi faire. J'ai failli répondre, vendez la Rolls-Royce, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai éteint de nouveau mon téléphone et me suis assise près de la fenêtre, à regarder la neige passer. Pendant des années, j'ai cru que la paix signifiait arranger les choses, m'assurer que tout le monde allait bien, pour que je n'ai pas à me sentir coupable. Mais la paix, j'apprenais, signifie parfois laisser les choses s'effondrer. Une semaine plus tard, Rachel a appelé. Tu as fait ce que tu devais faire, a-t-elle dit. Tu leur as donné toutes les chances. Ce n'est pas de ta faute. Je sais, ai-je dit, mais savoir ne rend pas les choses faciles. Peut-être pas, a-t-elle dit, mais ça les rend justes. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de moi mon appartement, petit, calme et à moi. Pour la première fois, je l'ai vu non pas comme une évasion, mais comme un début. Dehors, la neige avait cessé. Les rues étaient à nouveau dégagées, prêtes pour ce qui allait arriver. Alors que j'étais assise là avec mon café qui refroidissait dans mes mains, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond, je n'avais plus besoin de vengeance. Le karma avait déjà fait le travail, et parfois c'est la forme de justice la plus cruelle, celle que vous n'avez pas à rendre vous-même. Je pensais que partir était la fin de notre histoire, mais au fil des mois et à mesure que le bruit s'estompa, la vie a commencé à m'apprendre doucement ce que signifiait réellement la liberté et le pardon. La paix n'est pas venue comme je l'attendais. Elle n'avait pas l'air d'un triomphe ou d'un soulagement. Elle ressemblait à des matinées calmes, juste moi, l'odeur du café et plus de messages vocaux exigeant des explications ou des excuses. L'appartement était silencieux, la lumière du soleil traversant des rideaux à moitié tirés, la poussière flottant comme des paillettes dans l'air. Je n'avais pas réalisé à quel point le silence pouvait être beau jusqu'à ce qu'il soit à nouveau à moi. Certains matins, je me réveillais tôt juste pour me tenir près de la fenêtre et regarder la ville se réveiller, les voitures se déplaçant lentement dans les rues, les gens emmitouflés dans des manteaux, le monde continuant sans que j'aie à le maintenir ensemble. Pendant des années, j'avais vécu comme un personnage de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'étais la seule auteure restante. Les premières semaines ont été étranges, mes mains tremblaient encore chaque fois que je vérifiais mon application bancaire, m'attendant à voir le virement sortant familier. Il m'a fallu un certain temps pour cesser de me sentir coupable de garder mon propre argent. J'ai commencé à établir un budget, non pas par peur, mais par curiosité, combien cela coûtait-il de vivre une vie qui n'était qu'à moi. La réponse était moins que ce que je pensais et plus que ce que je m'étais jamais autorisé à dépenser. Un vendredi soir, je suis passé devant un fleuriste en rentrant chez moi et je me suis arrêté. La boutique sentait l'eucalyptus et l'eau de pluie. Sans réfléchir, j'ai acheté un bouquet de lys blanc. Ils avaient l'air trop élégants pour ma petite cuisine, mais je m'en fichais. Je les ai mis dans un vieux bocal en verre et je les ai regardés jusqu'à ce que ça me frappe, je n'avais jamais acheté de fleurs pour moi-même auparavant. Les samedis matins sont devenus mes préférés. Je visitais le marché des producteurs, je discutais avec les vendeurs, je goûtais du miel et je choisissais des fruits qui n'étaient pas en solde. J'ai même rejoint un cours d'art du week-end, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. C'est là que j'ai rencontré Ethan. Il se tenait devant un chevalet, peignant ce qui ressemblait à un coucher de soleil mais ressemblait à un souvenir. Nous avons commencé à parler de couleurs. Il a dit qu'il préférait les bleus doux parce qu'ils lui rappelaient le calme après le chaos. J'ai ri et je lui ai dit que je préférais le gris parce qu'il n'exigeait pas d'attention. Il a souri. Peut-être que c'est parce que tu en as trop donné. Nous avons commencé à nous rencontrer pour prendre un café après le cours, puis à dîner, puis à faire de longues promenades dans la ville. Il ne m'a jamais posé de questions sur ma famille, pas tout de suite, et je l'ai aimé pour ça. Quand je lui ai finalement tout dit, l'argent, la manipulation, la nuit où je suis parti, il a juste écouté. Pas de pitié, pas de conseils, juste une compréhension tranquille. On dirait que tu as reconstruit ta vie une limite à la fois, a-t-il dit. J'ai souri. Quelque chose comme ça. Avec le temps, le poids dans ma poitrine s'est estompé. Le travail m'a semblé plus facile, ma créativité est revenue. Je me suis retrouvé à me porter volontaire pour des projets que j'aurais autrefois été trop épuisé pour gérer. Ma patronne l'a remarqué. Tu es différente ces derniers temps, a-t-elle dit un après-midi. Plus heureuse. J'ai cessé de vivre de vie, ai-je dit avant de réaliser à quel point c'était vrai.
Un lundi matin, je suis entré dans son bureau et j'ai découvert que j'avais été promue directrice de la stratégie. Le titre n'avait pas autant d'importance que ce qu'il représentait, stabilité, indépendance, fierté. Je n'avais pas à partager ou à justifier. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin, cuisiné de la vraie nourriture et porté un toast à la femme que j'étais enfin en train de devenir. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a vibré avec un message de Lydia. Cela faisait des mois que nous ne nous étions pas parlé. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Maman te dit bonjour. Elle voulait que je te dise que papa est de retour à la maison. Il va mieux maintenant. Ils ont séjourné chez tante Margaret. Les choses sont différentes. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, puis j'ai tapé « Je suis contente qu'il aille bien ». Sa réponse est venue quelques minutes plus tard « Tu devrais venir nous rendre visite. Maman veut te voir ». Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas encore. Ce soir-là, je suis resté éveillé à penser à eux, pas aux versions en colère et manipulatrices, mais aux versions calmes, les parents qui me lisaient des histoires au coucher, qui faisaient des crêpes en forme de cœur pour la Saint-Valentin, qui croyaient autrefois que la famille signifiait quelque chose au-delà de l'argent. Je voulais leur pardonner, je ne savais juste pas si je pouvais leur faire confiance. Les jours se sont transformés en semaines. Le printemps s'est insinué, faisant fondre les dernières neiges de l'hiver. J'ai commencé à marcher jusqu'au travail au lieu de conduire, juste pour sentir l'air sur mon visage. La vie me semblait plus petite, plus simple, mais elle était à moi. Puis, un après-midi, alors que je quittais le bureau, j'ai vu le nom de Lydia clignoter de nouveau sur mon téléphone. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité a gagné. « Salut », a-t-elle dit quand j'ai répondu, sa voix était plus douce que je ne me souvenais. « Je voulais juste te remercier. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas m'avoir crié dessus ce jour-là », a-t-elle dit. « Tu en avais tout à fait le droit. » Je ne savais pas pour l'hypothèque. Je ne savais rien, vraiment. Je pensais que maman et papa géraient simplement. Je ne savais pas quoi dire. De rien, je suppose. J'ai trouvé un vrai travail, a-t-elle ajouté rapidement, comme si elle avait besoin de faire ses preuves. Assistante marketing à temps plein dans une entreprise locale. Ce n'est pas glamour, mais je paie mes propres factures. Quelque chose de chaud a scintillé dans ma poitrine. Tant mieux pour toi, Lydia. Je le pense. Clara, je suis désolé pour tout ça. Pendant un instant, je n'ai rien dit, puis j'ai murmuré, moi aussi. Quand nous avons raccroché, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi bouger, comme un verrou qui s'ouvrait après des années de blocage. Une semaine plus tard, Ethan et moi avons fait un court voyage sur la côte. Nous avons marché le long du sable, le vent fouettant nos cheveux, l'océan s'étendant à l'infini devant nous. Je lui ai parlé de l'appel de Lydia, de l'étrangeté du pardon, comme tenir quelque chose de fragile qui pourrait se briser ou s'épanouir selon la douceur avec laquelle on le touche. Peut-être que le pardon ne les concerne pas, a-t-il dit, en me serrant la main. Peut-être qu'il s'agit de te laisser arrêter de porter leurs erreurs. Les vagues se sont écrasées contre les rochers, et j'ai su qu'il avait raison. Quand nous sommes revenus, j'ai trouvé une carte dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit dans la cursive familière de maman. Je l'ai ouverte lentement. Clara, nous sommes fiers de toi. Nous avons eu tort sur tellement de choses. Si tu veux un jour parler, nous serons là. Avec amour, maman et papa. Les mots étaient simples, mais ils ne semblaient pas manipulateurs cette fois. Il n'y avait pas de condition, pas de culpabilité, juste une reconnaissance de la vérité. J'ai placé la carte sur mon étagère à côté du bouquet de lys séchés qui avait en quelque sorte duré des mois. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, me suis assise près de la fenêtre et j'ai de nouveau écrit dans mon journal. La paix a un prix, mais elle vaut chaque centime. Je pensais autrefois que le pardon signifiait laisser les gens revenir. Peut-être que cela signifie simplement renoncer au besoin de les faire payer. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Quelque part, ma famille se reconstruisait à sa manière, tout comme moi. Avant d'aller me coucher, j'ai murmuré dans l'obscurité, j'espère qu'ils trouveront la paix aussi, et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. À l'arrivée de l'été, la distance entre nous n'était plus perçue comme une punition. Elle était perçue comme une perspective. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à boucler la boucle. 6 mois après que tout se soit effondré, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai envisagé de l'ignorer,
mais quelque chose dans mon ventre m'a dit de répondre. Clara. La voix était faible mais reconnaissable. Papa. Salut, ai-je dit prudemment. Je voulais te faire savoir que nous allons passer à l'assurance de mon employeur le mois prochain, a-t-il dit. Tu peux nous retirer de ton régime après ça. Pendant un moment, je n'ai rien dit. C'est une bonne nouvelle, ai-je finalement répondu. Oui, a-t-il dit doucement. Je voulais juste te remercier de nous avoir aidés à traverser ça, pour tout en fait. Je pouvais entendre l'émotion derrière ces mots, bruts et inhabituels. La gratitude n'avait jamais sonné comme ça auparavant. De rien, papa. Il a hésité. Ta mère et moi, nous avons beaucoup parlé de ce que nous avons fait, de la façon dont nous avons vécu. Nous nous sommes tellement habitués à ce que tu arranges tout que nous avons oublié comment arranger les choses nous-mêmes. Je suis désolé, Clara. Nous le sommes tous les deux. J'ai dégluti difficilement. Merci d'avoir dit ça. Nous aimerions te voir un jour, a-t-il continué. Sans pression, juste un dîner. Nous aimerions entendre parler de ta vie, pas de ton argent, pas de ton travail, juste toi. Peut-être, ai-je dit doucement, quand les choses se calmeront. C'est juste, a-t-il dit, soulagé. Prends soin de toi, ma chérie. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise en silence, le téléphone toujours à la main. Pendant des années, ces appels m'avaient vidé, rempli de culpabilité et d'exigence. Maintenant, pour la première fois, cela s'est terminé dans la paix. 2 semaines plus tard, je les ai rencontrés dans un petit restaurant près de la rivière. Rien d'extraordinaire, juste un endroit calme avec une lumière chaude et de vieilles photos sur les murs. Quand je suis entré, maman s'est levée pour me prendre dans ses bras. Elle avait l'air plus âgée, plus petite, plus douce en quelque sorte. Papa a souri, un sourire fatigué mais sincère. Tu as l'air bien, a dit maman en nous asseyant. Toi aussi, ai-je répondu, et pour une fois ce n'était pas un mensonge. Nous avons commandé de la nourriture simple, poulet grillé, purée de pommes de terre, pas de vin cher ou de spectacle inutile. La conversation est venue lentement au début, comme tester l'eau après une longue tempête, mais elle est devenue plus facile. Ils m'ont parlé de leur nouvel appartement. C'est petit, a dit maman, mais c'est à nous. Chaque facture payée, plus de faux-semblants. Papa a hoché la tête. Je dors mieux maintenant que dans cette grande maison. Il y a quelque chose de libérateur à vivre selon ses moyens. J'ai souri. Oui. Quand ils ont posé des questions sur mon travail, je leur ai parlé de la promotion, des projets, de mon équipe. Ils ont écouté, vraiment écouté, sans transformer chaque succès en une demande. C'était la première fois de ma vie que je me sentais comme leur fille, pas comme leur filet de sécurité. À la moitié du dîner, Lydia nous a rejoints. Elle avait l'air différente aussi, des vêtements plus simples, pas de marque de créateur, une confiance tranquille qui n'avait pas été là auparavant. Salut, a-t-elle dit maladroitement, se glissant dans le siège à côté de moi. Salut, j'ai eu une augmentation, a-t-elle dit, souriant un peu. Rien d'énorme, mais assez pour emménager dans mon propre appartement. Je prends même des cours du soir. C'est super, Lydia. Elle a hoché la tête. Je n'aurais pas compris les choses si tu n'étais pas partie. Je t'ai détesté pour ça au début, mais tu avais raison sur tout. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant longtemps, j'avais imaginé ce moment, les excuses, la reconnaissance. Mais assise là, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Le pardon m'avait déjà trouvé bien avant ce dîner. Nous avons passé le reste de la soirée à parler de petites choses, des films, des recettes, de la vie. Pas de tension, pas de culpabilité, juste la famille, imparfaite et fragile, mais essayant. Quand l'addition est arrivée, papa l'a attrapé automatiquement. Je l'ai arrêté. Je vais payer, ai-je dit. Il a secoué la tête. Non, tu as assez payé. Et juste comme ça, quelque chose à l'intérieur de moi a guéri. Après le dîner, nous sommes sortis. Les lumières de la ville scintillaient sur la rivière, et la brise portait le léger parfum du printemps. Lydia m'a serré dans ses bras en premier. Tu passeras un jour ? Je le ferai. Maman m'a serré dans ses bras ensuite, en murmurant, nous sommes fiers de toi, Clara, pas pour ce que tu as donné, mais pour qui tu es. Merci, maman. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai allumé une bougie, me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert mon journal.
J'ai écrit sur l'étrangeté de la paix, pas forte ou dramatique, juste stable et chaude, comme le bruit de la pluie après le tonnerre. J'ai écrit sur le pardon, non pas comme une reddition mais comme une libération. Et j'ai écrit sur le fait que parfois l'amour ne signifie pas s'accrocher, cela signifie laisser aller et faire confiance aux gens pour qu'ils trouvent leur propre chemin. Ethan est venu plus tard avec des plats à emporter. Comment s'est passé le dîner, a-t-il demandé en posant les sacs. Bien, ai-je dit avec un sourire, mieux que je ne le pensais. Il a versé 2 verres de vin. Clôture? Peut-être pas une clôture, ai-je dit, en regardant les lumières de la ville, plutôt un nouveau commencement. Nous avons mangé tranquillement pendant un moment, puis il a tendu la main à travers la table et a pris ma main. Tu sais, tu as beaucoup changé depuis que je t'ai rencontré. Je suppose que j'ai finalement cessé de m'excuser d'être forte. Il a souri. Tu n'as pas cessé d'être forte, tu as juste cessé d'être la force de tous les autres. Plus tard, après son départ, je suis sorti sur mon balcon. L'air nocturne était frais, la ville vivante avec des rires lointains et le bourdonnement de la vie qui avance. J'ai levé les yeux vers les étoiles, faibles à travers la brume, et j'ai murmuré « merci ». Je n'étais pas sûr de qui je remerciais, l'univers, karma ou la version de moi-même qui est finalement partie ce soir-là à 2 heures du matin. Quoi qu'il en soit, elle le méritait. Ce Noël, exactement un an après que tout se soit effondré, je me suis réveillé tôt, j'ai fait des crêpes et j'ai regardé le lever du soleil. Pas de cadeaux, pas de chaos, pas de rires qui font mal, juste la paix. J'ai pensé à la Rolls-Royce argentée, aux nœuds rouges, à la blague cruelle de ces chaussettes à 2 $. Et puis j'ai pensé à tout ce que j'avais gagné depuis. Il y a un an, je leur avais laissé un cadeau qui avait tout changé. Cette année, le cadeau était à moi, la liberté, le pardon et la certitude tranquille que je ne me perdrai plus jamais pour le confort de quelqu'un d'autre. Si vous vous êtes déjà senti pris pour acquis par les personnes qui auraient dû vous chérir le plus, racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver votre voie, votre force et votre paix. Parce que parfois partir n'est pas la fin, c'est le début de ce que vous étiez censé être.